Très bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me présente d'abord, c'est Zoher Dahani, ingénieur statisticien et doctorant à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat. Très bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre travail qui concerne l'évaluation empirique des progrès techniques au Maroc. Pour y faire, nous Tu peux suivons le activer, plan suivant. Monsieur Dahane, s'il vous plaît, si tu peux activer votre caméra, Oman, s'il vous plaît. Allez, mon caméra, oui, d'accord. Si tu peux, bien sûr. Sinon, très Oui, bien. oui, oui, avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. Merci, merci, Monsieur Pour, Dahane. Oui, oui, Merci, avec un grand plaisir. Pour y merci, faire, nous merci. suivons le plan Bienvenue. suivant. Dans un premier temps, nous présentons un cadre théorique de notre étude, suivi par la méthodologie et afférente, ainsi que les résultats, et pour conclure avec des recommandations pour l'action publique. Très bien. Comme vous savez, l'année 2020 a connu l'apparition de la pandémie 2019. Par conséquent, l'économie marocaine a subi un impact inéluctable à cause de cette crise sanitaire. Par ailleurs, l'innovation s'est sollicitée fortement durant cette crise pour faire face. L'innovation est considérée comme étant le moteur de survie des progrès techniques de notre pays. Donc, notre étude a pour objectif d'analyser dans un premier temps le progrès technique achevé par le pays et d'une autre part, étudier et chercher entre autres les facteurs qui influencent ce progrès technique. Un retour à la revue de littérature sur ce sujet, on trouve que la théorie économique classique considère que le progrès technique est un facteur résiduel de la croissance. En outre, la théorie de la croissance endogène considère que le progrès technique est le résultat des activités de recherche et développement. Ensuite, plusieurs études empiriques ont évoqué aussi ce sujet. On trouve que Grealish a montré à partir d'une fonction de production de glace augmentée de la recherche et développement que l'innovation exerce un effet positif sur la productivité. Ensuite, Akijit et Hall qui mettent un lien entre la production des brevets et la croissance de la productivité. Et enfin, Coe et Dielman qui identifient une relation positive entre la productivité et l'ouverture commerciale. D'après ce cadre théorique, on reformule deux hypothèses majeures de notre recherche. La première, c'est que le progrès technique est influencé par l'innovation. Deux, l'importation joue un rôle très important dans l'accroissement des progrès techniques des pays. Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, nous faisons recours à une modélisation économétrique dont notre variable d'intérêt, c'est la productivité globale des facteurs de production. On trouve que cette variable mesure très bien le progrès technique du pays. Ensuite, nous introduisons des variables explicatives comme la part des importations des biens de technologie d'information et de communication. Ensuite, la part des importations des biens d'équipement. Aussi, le flux des idées entrant en pourcentage du PIB, l'indice de développement humain et enfin, la variable qui concerne le dépôt des brevets pour intégrer la notion de l'innovation dans notre modèle. Alors, pour estimer notre modèle économétrique supposé, on travaille sur des données chronologiques sur la période 1990-2019 en données annuelles, alors que le test de Ducky-Fowler augmenté a montré que les séries sont stationnaires en première différence à 5%. Cela suppose l'existence d'une relation de co-intégration à long terme. Ainsi, par l'élaboration des tests de co-intégration de Johansson basés sur le calcul de la valeur propre, on trouve qu'il existe quatre valeurs supérieures à la valeur critique. Cela dit qu'il existe quatre équations de co-intégration à long terme. Donc, nous retenons un modèle vectoriel à correction d'erreur qui doit être estimé par la méthode de maximum de vraisemblance pour aboutir à avoir deux équations, une à court terme et l'autre à long terme. Pour le nombre de retards de notre modèle, il vaut 1 parce que ce retard, c'est celui qui minimise la majorité des critères d'information comme l'AIC et le BIC. Alors, comme résultat descriptif dans un premier temps, on trouve que selon les données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Maroc se positionne au rang 74 au niveau mondial en comparaison avec 129 économies en 2019. Aussi, le nombre de brevets déposés par les néo-résidents est très important. Il a enregistré 2350 en 2018.
Et enfin, que les dépenses en recherche et développement restent modestes au Maroc par rapport à d'autres pays et ne dépassent pas le 1%. Sur le plan économétrique, les résultats montrent que notre modèle est significatif globalement au seuil de 5% et que notre modèle affiche un coefficient de détermination qui est proche de 1. Aussi, les conditions de la modélisation économétrique VCM sont satisfaites parce que la relation des longs termes apparaît dans la relation des courts termes avec un signe négatif. Aussi, les résidus issus des équations à long terme sont des bruits blancs selon les tests de Jacobs. Pour l'estimation de l'équation à long terme, on trouve que les variables qui concernent le dépôt des brevets et l'importation d'éthiques et des biens d'équipement exercent un effet, mais un effet faible sur la productivité globale des facteurs. Par contre, l'indice de développement humain et la réalisation des investissements étrangers impactent très bien la productivité globale des facteurs de production. Pour l'estimation à court terme, on trouve que les variables sont influencées par leur propre valeur passée. Cela suggère l'existence d'un mécanisme autorégressif dans notre modèle. Ensuite, la variation à court terme de la PGF dépend seulement de la variation de l'indice de développement humain ainsi que sa réalisation précédente. Alors, pour conclure, on peut dire que notre pays a déployé vraiment une capacité d'innovation technologique importante dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, malgré son positionnement modeste en recherche, développement et innovation. Ensuite, le progrès technique qui est mesuré par la productivité globale des facteurs dépend de l'investissement en capital humain ainsi que la réalisation des investissements directs étrangers. Aussi, la demande des brevets ainsi que l'importation massive des biens d'équipement et de TIC exercent un faible impact sur le progrès technique des pays. Pour cela, on trouve aujourd'hui que le Maroc planche une stratégie de relance industrielle post-Covid 2021-2023 et qui a pour objectif de subsidier presque de 34 milliards de dirhams d'importation en s'orientant vers le produit local. Et merci pour votre attention. Donc, je vous remercie, Monsieur Dahani Zoher, pour votre présentation prestigieuse, présentation claire et pertinente, qui a parlé de l'évaluation empirique du progrès technique au Maroc, malgré je sais très bien les difficultés que vous avez rencontrées pour ce travail prestigieux, surtout que le Maroc, je pense que c'est le premier pas pour peut avoir évalué les études opérées du progrès technique. Donc, c'est un sujet, Inch'Allah, sujet de doctorat, non? Sur un sujet de doctorat. Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Donc, on est fiers de toi, Monsieur Dahani Zoher. Je vous remercie pour votre présentation claire, pertinente. Je vous remercie d'être parmi nous. Avec un grand plaisir. Je pense qu'on va laisser les questions à la fin, Inch'Allah, de la session. D'accord? Avec un grand plaisir, je suis là pour vous répondre à n'importe quelle question, échanger et faire connaissance pour la promotion de la recherche, soit au niveau national ou international. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher Monsieur Zoher Dahani, pour votre présentation. On est fiers d'être parmi vous dans cette séance. Donc, je vous remercie. Restez avec nous, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Je suis toujours avec vous. Je passe la parole je pense à Madame Khadija Al-Ahmedi. Donc, Khadija Al-Ahmedi. Donc, Khadija Al-Ahmedi, qui va nous présenter son travail qui parle de l'impact des facteurs contextuels sur le transfert des pratiques RH dans les firmes multinationales du secteur aéronautique au Maroc. Donc, je vous remercie, Madame Khadija, pour votre présence. Et si tu peux partager votre écran, je vous remercie. Donc, à vous la parole, Madame Khadija Al-Ahmedi. Merci beaucoup. On voit très, très bien votre communication. Très bien. On ne vous entend pas, Madame Khadija Al-Ahmedi. Si vous pouvez, s'il vous plaît, activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, oui, très bien.
À vous la parole, Madame Khadija. D'accord, merci. Donc, bonjour tout le monde, chers professeurs. Ça me fait énormément plaisir d'être aujourd'hui devant vous afin de profiter de vos orientations, vos propositions pour être sur le bon chemin. Alors, la communication sous le thème l'impact des facteurs contextuels sur le transfert de connaissances. Notamment, je parle ici des pratiques RH dans le cadre des fermes multinationales du secteur aéronautique au Maroc. Donc, ce travail est encadré par mon cher professeur doctorant, chercheur, M. Tijani Omar, et réalisé par moi-même, Hamidi Khadija. Donc, pour répondre à cette problématique, on va exploiter le plan suivant, qui commence par une petite introduction qui contient le contexte et l'intérêt. Ensuite, la problématique, après le cadre conceptuel, après la méthodologie de recherche et le positionnement épistémologique, et en petite conclusion à la fin. Donc, comme vous savez très bien, c'est dans les années 90 que le capital immatériel commençait à être intégré comme une des composantes fondamentales d'évaluation de la richesse, avant d'être adopté officiellement comme paramètre scientifique par la Banque mondiale en 2005. Donc, l'élément humain reste la vraie richesse du Maroc est l'une des composants essentiels de son capital immatériel. Alors il s'agit d'une nouvelle conception de la politique du royaume durant les 15 dernières années. Le Maroc a pu enregistrer d'importants progrès avec l'équilibre entre l'investissement matériel et immatériel. Donc, cette réflexion trouve ses origines dans l'histoire des nations où le savoir des hommes était toujours représente l'un des pierres angulaires pour le développement de la civilisation. Donc, la reproduction des connaissances devient de plus en plus complexe quand il s'agit d'un périmètre de diffusion à l'international. Donc, pour pouvoir réussir une expansion au niveau international, les entreprises multinationales disposent souvent d'avantages concurrentiels par rapport aux entreprises nationales du fait de l'accessibilité aux ressources et aux connaissances situées dans diverses régions du monde et qui sont centralisées au niveau des sièges et diffusées aux filiales, selon Mimbaïva et autres. Donc, la problématique du transfert de connaissances apparaît donc comme un enjeu majeur pour les fermes multinationales. Il s'agit surtout d'une nécessité face aux mutations de l'environnement international et la réduction des barrières entre les nations avec la forte évolution que connaissent les moyens de communication. La majorité des connaissances concernées par ces transferts sont de nature tacite, nécessitant un effort supplémentaire pour leur articulation et s'adaptation au contexte. Donc, notre intérêt principal dans cette recherche est de faire ouvrir cette boîte noire du phénomène de transfert de connaissances. Donc, notre problématique sera comme suite. Quel est l'impact des facteurs contextuels sur le transfert des connaissances pratiques RH du secteur aéronautique au Maroc? Donc, les mots-clés constituant notre problématique seront comme suite. Donc, le transfert de connaissances, l'apprentissage organisationnel, les facteurs contextuels, les pratiques ressources humaines. On peut décortiquer notre problématique en trois questions principaux. D'abord, quelles sont les pratiques RH que la firme multinationale transfère vers ses filiales? Puis, quel serait l'impact de chaque facteur contextuel sur le transfert de connaissances, notamment en termes de choix de standardisation, adaptation ou bien hybridation? La dernière question sera dans quelle mesure la prise en considération des facteurs contextuels influence la réussite et l'efficacité du transfert de connaissances vers les filiales. Donc, je ne vais pas vraiment trop tarder au niveau de l'ensemble des concepts constituant notre problématique, mais je vais faire juste un survol. Concernant le concept de la connaissance, donc on a tout un chapitre qui concerne le concept de la connaissance avec ses concepts voisins comme données, informations, compétences, etc. Donc, pour la taxonomie, on a différentes taxonomies et typologies de la connaissance, mais la plus trouvée au niveau de la littérature, c'est la distinction entre la connaissance tacite et explicite.
Donc, le transfert de pratiques RH, le transfert de pratiques organisationnelles demeure l'un des plus importants transferts effectués par les multinationales à travers leurs filiales. Donc, le transfert de pratiques au niveau international tient sa complexité dans les différents contextes et caractéristiques des unités émettrices et destinataires du transfert. Donc, on parle ici de best practice. La firme multinationale, donc on ne peut pas parler de transfert de connaissances sans parler bien sûr de définition, c'est quoi une firme multinationale. Alors la littérature a fourni une pluralité de définitions avec un consensus sur deux ACP qui sont l'investissement direct étranger et la possibilité d'un contrôle intensif exercé par la maison mère pour la gestion des filières étrangères. En plus, restent les raisons de l'internalisation des activités de la firme multinationale. C'est d'abord l'économie d'échelle, ensuite l'accès aux ressources internes ou bien les ressources locales. Pour les caractéristiques des firmes, donc malgré l'hétérogénéité des concepts firmes multinationales, donc on a ce dernier se distingue aux entreprises dites nationales par trois caractéristiques. Donc, d'abord, la firme multinationale est confrontée à une multitude de normes juridiques, sociales et culturelles. La firme multinationale a une présence simultanée sur plusieurs marchés avec une compétition internationale. Enfin, la firme multinationale a la possibilité d'accéder à des connaissances locales qui peuvent éventuellement être transférées et exploitées. On a ici l'apprentissage organisationnel, on a toute une partie sur l'apprentissage organisationnel, quel que soit l'apprentissage intra-organisationnel ou bien interorganisationnel. Donc, on passe maintenant au mécanisme de transfert de connaissances. On a plusieurs méthodes, plusieurs mécanismes plutôt de transfert de connaissances, quel que soit mécanisme de transfert basé sur le NTIC, les nouvelles technologies de communication. On a les mécanismes de transfert de connaissances basés sur le social. On a les mécanismes de transfert de connaissances basés sur l'expatriation. On a les mécanismes de transfert de connaissances basés sur l'équipe transnationale. Et enfin, basés sur la communauté des pratiques. Donc, le management de la performance. Donc, c'est à la fois une déclinisation des valeurs et de la stratégie de la firme, mais elle constitue aussi un moyen de contrôle direct des filiales. Passons maintenant au modèle du transfert de connaissances. On a généralement 4 modèles qui ont connu au niveau de la littérature. D'abord, le modèle de Shannon, le modèle de Zelinsky, le modèle de Nonakai Takushi et le dernier modèle, c'est le modèle de Kostova. Dans notre recherche, on a basé sur 2 théories qui sont fondamentaux au niveau du transfert des pratiques RH. D'abord, c'est la théorie des ressources et la théorie néo-institutionnelle. Une petite information sur le secteur aéronautique marocain. Donc ici, j'ai rassemblé l'ensemble des facteurs qui peuvent impacter le transfert des pratiques RH et je suis en train de vérifier avec une petite étude exploratoire qui vérifie quels sont vraiment les facteurs qui impactent le transfert des pratiques RH avant d'entamer chaque élément à part d'une façon approfondie. Donc, notre méthodologie de recherche, c'est une méthodologie qualitative qui, parmi ces méthodes, comprend l'étude de cas, le moyen de recueil de données sur un entretien. Pour l'étude empirique, on a adopté une démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire on part de la théorie et des hypothèses, puis en collectant et analysant les données qui confirment ou bien qui infirment cette théorie à travers méthodologie quali-quanti via des entretiens. Donc, pour notre positionnement épistémologie, on a choisi un positionnement épistémologie interprétativisme parce qu'on essaye de comprendre le phénomène au niveau de terrain et essayer de comprendre et d'interpréter
ce phénomène de proche. Merci à votre attention. Donc, merci beaucoup, Madame Khadija Al-Ahmedi, pour votre honorable présentation. Une présentation claire qui respecte les normes de la recherche académique. Donc, je vous remercie. Je pense que c'est un sujet de projet de doctorat, non? Oui. Allez-y, donc, un sujet très important qui parle de l'impact des facteurs contextuels sur le transfert des pratiques ressources humaines dans les firmes multinationales du secteur aéronautique au Maroc. On sait très bien les difficultés que tu vas rencontrer, surtout sur le plan pratique. Donc, je vous souhaite une très bonne chance et je vous remercie d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie. Donc, merci à vous également. Merci. Donc, je passe la parole à Monsieur Ben Saïd Al-Amrani Jawad, qui va nous parler sur l'impact du foncier immatriculé et le rôle du Centre régional d'investissement pour accompagner les investisseurs à s'installer dans la région Tangier-Tétouan Al-Hoceima, Monsieur Ben Saïd Al-Amrani Jawad et Monsieur Tsaasha Hassan. Donc, je répète, l'impact du foncier immatriculé et le rôle du Centre régional d'investissement pour accompagner les investisseurs à s'installer dans la région Tangier-Tétouan Al-Hoceima, M. Ben Saïd Amrani Jawad et M. Tsaasha El Hassan. Donc, on passe à la quatrième présentation de la croissance de la classe moyenne, gage d'attraction des investissements étrangers en Afrique, M. Al-Iraqi Ahmed. Bonjour. Bonjour, M. Al-Iraqi. Bienvenue. Bienvenue, M. Al-Iraqi. Donc, à vous la parole. Si tu peux partager l'écran, on vous remercie. Alors, normalement, vous devez m'accorder cette possibilité. Donc, votre écran. Puisque je n'y arrive pas. Vous ne voulez pas partager l'écran? Non. Donc, vous pouvez présenter directement pour ne pas perdre le temps, M. Al-Iraqi. Donc, on vous remercie. À vous la parole. Ok, je vous en prie. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je me présente, Ahmed Iraqi. Je suis chercheur appartenant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, relevant bien sûr de l'université Abd Malik Saadi. Au sujet de ma communication, elle s'intitule Croissance de la classe moyenne en Afrique, gage d'attraction des investissements directs étrangers. Il s'agit principalement d'une recherche sous des lunettes principalement positivistes, durant laquelle je vais interroger la croissance et le développement exponentiel de la classe moyenne en Afrique en tant que facteur déterminant dans l'attraction des investissements directs étrangers. À ce propos, en guise d'introduction, il est important de noter que, compte tenu de la concurrence féroce et de la saturation des marchés de consommation, principalement dans les pays développés, l'Afrique est devenue le principal levier de croissance pour les investisseurs étrangers. Alors, cela s'explique généralement par des facteurs pouvant être compressés dans l'amélioration du climat des affaires, qui positionne désormais le continent sur le chemin de la prospérité grâce à plusieurs paramètres, entre autres, je cite la stabilité financière de certains pays, le développement des infrastructures, le rattrapage technologique, les politiques publiques de restructuration énoncées par les institutions internationales. Mais je cite principalement, et c'est ce qui m'intéresse le plus, la croissance de la classe moyenne sur le continent. Dans le même sens d'idée,
il est important de noter que les investissements directs étrangers et les investissements de portefeuille constituent des flux financiers considérables pour l'Afrique, qui reste toujours sur le chemin du développement, d'où l'intérêt d'ailleurs d'un tel sujet, d'une telle interrogation. Voilà. Je passe maintenant à la revue de littérature. Alors, pourquoi faire une revue de littérature? C'est justement pour faire le point sur la littérature et les théories qui ont fait le point sur la taille du marché et donc la croissance de la classe moyenne en tant que facteur attractif des IDE. À ce propos, la théorie du paradigme éclectique l'élucide très bien. Alors, Dunning a très bien fait d'exposer les trois avantages qu'offrent pas mal de facteurs aux investissements internationaux, et notamment l'avantage de localisation qui cite, entre autres, l'intérêt de la taille du marché. Je passe maintenant à la théorie d'Arias, qui développe ce qu'on appelle la typologie factorielle, qui va déterminer l'intérêt qu'offrent les pays d'accueil aux investissements étrangers. Alors, celle-ci également fait le point sur ce qu'on appelle les pull factors, et notamment le marché local, qui va constituer la clé de voûte dans ce sens. De la même manière, Stephenheimer, à travers sa théorie de l'avantage spécifique, fait le point sur trois types d'avantages, entre autres l'avantage lié à la taille du marché. Et enfin, Michale, à travers la stratégie d'investissement des firmes multinationales, développe très très bien 4 types de stratégies d'implantation à l'international, et notamment la stratégie du marché qui va pousser les FMN à délocaliser leur travail. Maintenant, pour ce qui est de la démographie de l'Afrique, je passe maintenant à certaines conclusions, certains constats descriptifs de l'état démographique en Afrique pour élucider ce boom démographique. Donc, l'Afrique connaît la plus grande croissance démographique du monde, avec une population qui passera de 1,2 milliard en 2017 à plus de 2 milliards en 2050. En 2100, 4 personnes sur 10 dans le monde vivront en Afrique. Maintenant, qu'en est-il de la classe moyenne africaine? Alors, celle-ci, c'est dommage que vous n'arrivez pas à suivre mes slides, alors mon PPT. Je développe là la ventilation, la distribution de la classe moyenne en Afrique, mais généralement, celle-ci est catégorisée selon un revenu journalier de 4 à 20 dollars américains, et ça représente plus de 14% de la population africaine. Il faut aussi savoir que l'Afrique reste un continent à 5 vitesses, avec celle de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Alors, ces 4 zones présentent de grandes disparités, de grands déphasages en termes de stabilité économique, politique et sécuritaire, comme le démontre ma figure. Donc, autrement dit, il n'y a pas une seule classe moyenne africaine, mais bien plusieurs classes moyennes avec des écarts plus ou moins sensibles. De la même manière, il existe 350 millions d'individus faisant partie de la classe moyenne. En 2030, plus d'un demi-milliard d'Africains seront répertoriés dans cette catégorie, et les estimations à long terme laisseront prévoir une augmentation de cette classe à 1,1 milliard, soit 42% de la population continentale totale à l'horizon 2060. Donc, comment faire cette conjonction systémique entre la croissance de la classe moyenne et son attraction des idéaux en Afrique?
J'aimerais dire par là que la conjonction tant estimée par les investisseurs est celle mettant en relation la classe moyenne et la consommation, sachant que l'Afrique se positionne favorablement en tant que deuxième marché prioritaire dans le monde pour les entreprises de biens de consommation. Parallèlement à ça, la cadence de croissance prévoit aussi que la consommation africaine atteindra les 1400 milliards en 2020, alors qu'en 2030, les pays africains très peuplés comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Nigeria dépenseront à eux seuls 2200 milliards par an en termes de consommation, soit l'équivalent de 3% de la consommation mondiale. Voilà, donc ces projections-là, ces estimations-là sont avancées par pas mal de rapports, à la fois donc institutionnels, à la fois privés et publics, émanant également d'organisations onusciennes, ce qui participe dans l'alimentation de cette prédation économique des firmes multinationales étrangères vis-à-vis du continent africain. Donc en gros, c'est tout ce que je voulais communiquer. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup, notre cher monsieur Iraqi Ahmed, pour votre honorable présentation. Une présentation claire qui respecte les normes. Très bonne présentation, monsieur Ahmed. On est fiers d'être parmi vous. Donc, je vous remercie. C'est réciproque. Merci beaucoup. Donc, on passe la parole à monsieur Mendes Moreno. Economic Transformations, Determinants of Growth and Development Challenges in the West Africa. Mr. Daniel Mendes Moreno. Daniel Mendes Moreno. Donc, je reviens à Monsieur Ben Saïd Jawad. Impact du foncier immatriculé et le rôle du Centre régional d'investissement pour accompagner les investisseurs à s'installer dans la région Tanger-Tétouan, Al-Husseima. Monsieur Ben Saïd Amrani Jawad, Monsieur Ben Saïd Amrani Jawad, Monsieur Hassan Sacha. Donc, on attend les participants. Je veux présenter rapidement une communication sur les effets économiques possibles du Covid-19 sur le secteur de l'industrie automobile au Maroc. Donc, l'industrie automobile marocaine et la pandémie. Donc, l'industrie automobile est l'un des secteurs industriels qui a été touché par la pandémie. Sur l'export, l'arrêt de la production, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, la baisse brutale de la demande et la crise économique qui a frappé le monde entier. Donc, pour l'évolution de l'activité économique mondiale, le Maroc a été touché par la pandémie. L'histoire de l'industrie automobile marocaine a commencé en 1980. Donc, pour l'Ishlik-Khef, du secteur de l'industrie automobile, on parle de 2014, 73 000 emplois, 2018, 120 000 emplois. Pour les exportations, 40 000 millions de dirhams. 2019, 18 000 millions de dirhams. Pour la production automobile, en 2019, il était produit 50 000 produits pour production automobile au Maroc. Après, l'Azax, la zone franche était pour la zone qui est à Tanger. Pour l'écosystème automobile marocain, le gouvernement marocain et l'AMICA se sont mis d'accord sur les aides et moyens à apporter afin d'atteindre certains objectifs définis avec les mêmes moteurs de l'écosystème. L'amélioration de la performance de l'écosystème en amenant plus renforcé sur la valeur ajoutée de la compétitivité. Donc, après un arrêt total de la production en mars et fin mai 2020, les deux sites industriels Renault, Tanger et Casablanca et PSA ont repris graduellement leur activité.
La dépendance de côté activité, production et vente, il y a plus de misère, dépend de plus de 90 de l'export. Donc, le groupe Renault subit directement du marché automobile mondial. Donc, la visibilité reste réduite et incertaine pour le groupe Renault. La reprise totale du secteur automobile au Maroc est liée à celle des pays de l'export, car les sites Renault PSA exportent plus de 90% de production. Donc, je passe directement à M. Saïd Emrani Jawad et M. Tsaach Al-Hassan. Impact du foncier immatriculé et le rôle Centre régional d'investissement pour accompagner les investisseurs à s'installer dans la région Tanger-Tétouan, Hoceima. Monsieur Ben Saïd Emrani Jawad. Monsieur Ben Saïd Emrani Jawad. Monsieur Ben Saïd Emrani Jawad. On passe à Economic Transformations, Determinants of Growth and Development Challenges in West Africa, Monsieur Daniel Mendes Moreno. Donc, je reviens à Monsieur Mohamed Dehlaoui. Monsieur Mohamed Dehlaoui. Monsieur Mohamed Dehlaoui. Évaluation empirique du progrès technique au Maroc. Monsieur Delhani Zoher. Oui, monsieur. C'est mon encadrant. Monsieur Delhani Zoher, vous êtes là? Oui. Oui. Si tu peux nous citer un dernier mot, s'il vous plaît, sur votre travail. Comment? Le dernier mot sur votre travail, évaluation empirique du progrès technique au Maroc. Le dernier? Le dernier mot, si tu peux nous dire quelque chose, résumé de votre travail. Bon, je peux dire que c'est un travail particulier parce que il rassemble l'étude d'un sujet d'actualité qui concerne la mesure des progrès techniques qui constitue l'ensemble des moyens qui permet de favoriser la productivité, soit au niveau global, soit au niveau des entreprises. Donc, c'est un sujet, à notre sens, qui est important et qui va jouer un rôle très important dans les futurs et prochains travaux, soit dans le cadre de ma thèse ou bien sur les thèses qui traitent un sujet proche du mien. Donc, il a été traité par une méthode économétrique et statistique vraiment pertinente qui concerne la modélisation VECM. Et comme vous savez, c'est une méthode bien sûr très avancée et pour l'établir, il doit satisfaire un ensemble de critères qui concernent l'absence de l'autocorrélation, surtout qu'on travaille sur des données chronologiques. Donc, je pense que c'est un travail pertinent qui a été bien effectué sous l'encadrement de mes encadrants, soit le directeur de thèse ou co-encadrant. Et je les remercie infiniment pour leur encadrement. Et voilà, Monsieur Khali. Monsieur, merci beaucoup, Monsieur Dahani. Donc, l'attestation de communication, Inch'Allah, vous le saurez, Inch'Allah, cette semaine, la semaine prochaine. Donc, si tu as des problèmes, tu peux me contacter directement. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. Pour mon email, pour que je puisse contacter Aminet pour votre attestation. Donc, j'écris mon email. Donc, pr@imadbakali@gmail.com. Donc, c'est clair? D'accord. Dans le chat. pr@imadbakali, d'accord? C'est clair mon email, non? Oui. Yeah. Très bien. Donc, merci. Je passe la parole à Madame Khadija Al-Ahmeidi, si vous avez quelque chose à nous dire pour conclure.
Oui, j'aimerais bien dire que la complexité du niveau d'analyse est reliée à la dualité du phénomène. D'une part, la firme multinationale est confrontée à une logique rationnelle et concurrentielle basée sur l'exploitation des ressources internes pour atteindre un niveau de performance souhaité. Et une logique dite non rationnelle, dictée par une contrainte sociale et culturelle. Donc, le défi majeur de la firme multinationale est de pouvoir trouver un équilibre entre ces deux logiques. Et je souhaite que l'étude empirique sera facile pour moi. Inch'Allah, pourquoi pas, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre temps précieux. Non, merci à vous. Merci à vous pour votre participation et votre attention. Donc, la même chose, je laisse mon email dans le chat. Vous voyez mon email, non? Oui, oui. Donc, si vous ne recevez pas votre attestation au cours de la semaine prochaine, vous pouvez me contacter directement pour voir avec Aminette votre attestation. Donc, je passe la parole à M. Iraqi Ahmed, s'il y a quelque chose à nous dire. Si, volontiers. Bon, je peux synthétiser et dire que au jour d'aujourd'hui, les opportunités de développement du marché, Oui. du marché de consommation en Afrique sont tellement importantes que presque toutes les études axées sur le développement en général de l'Afrique consacrent une part importante de leur contenu à ce sujet. Bon, parallèlement à la profonde transformation économique du marché africain, la tendance à la croissance a été observée de manière, je dirais, concomitante en relation avec les nouvelles habitudes de consommation, mais aussi d'épargne africaine. Bon, ces dernières, surtout avec la perception de l'Afrique par les firmes multinationales, ces dernières ont très bien compris que les consommateurs africains, et plus particulièrement ceux issus de la classe moyenne, imitent les habitudes des consommateurs occidentaux. Constat factuel, l'adaptation des produits et services occidentaux au contexte africain sera une tâche plus ou moins facile et n'aura plus qu'à adopter des paramètres liés à des stratégies de prix adaptées bien sûr au pouvoir d'achat africain. Bon, c'est un complément à ma communication. Voilà. Très bien, Monsieur Iraqi, merci beaucoup pour votre présentation, d'être parmi nous, votre présentation était sur la croissance de la classe moyenne, gage d'attraction des investissements directs étrangers en Afrique. Donc, la même chose, donc votre certificat de l'attestation de communication la semaine prochaine, Inch'Allah. Sinon, vous pouvez me contacter directement par mon email, déjà adressé au chat. Donc, je reviens à Monsieur Ben Saïd Amrani Jawad. Impact du foncier immatriculé et le rôle du Centre régional d'investissement pour accompagner les investisseurs à s'installer dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. Monsieur Ben Saïd Amrani Jawad. Monsieur Ben Saïd Amrani Jawad. Impact du foncier immatriculé et le rôle du Centre régional d'investissement pour accompagner les investisseurs à s'installer dans la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. Donc, quelqu'un connaît M. Ben Saïd Amrani Jawad? M. Amrani Jawad? Donc, je passe à M. Daniel Mendes Moreno. Daniel Mendes Moreno, Economic Transformations, Determinants of Growth and Development Challenges in West Africa. Daniel Mendes Moreno. Monsieur Daniel Mendes Moreno. Donc, si vous avez des questions ou quelque chose, nous sommes à votre disposition. Des questions? Si quelqu'un peut ajouter un mot ou
peut s'intervenir. Non, je tiens à vous remercier, c'est le Barkali, pour votre modération. Oui, merci beaucoup, Monsieur Araki. C'est très Voilà, gentil. aussi professionnel. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'être parmi nous. On est fiers d'être parmi vous. C'est réciproque. C'est réciproque. Merci beaucoup. Donc j'aurais aimé assister à l'intégralité des communications, mais manifestement, il y a des absents. Oui, je vois, il y a 2 absents, oui. Mais de toute manière, toutes les présentations ont été pertinentes et je remercie par la même occasion mes collègues. Merci Voilà. beaucoup, mon cher Ahmed Araki, pour votre petit mot. Je vous Je remercie. vous en prie. Je vous en prie. Donc, on attend. Si, vous pouvez libérer si vous voulez. Donc, on va attendre un petit peu M. Khadija Ahmed, M. Saïd Amrani et Mendes Moreno. Donc, j'écris, Monsieur Saïd Amrani Jawad. Mendes Moreno. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, on reste en contact. Je vous remercie. Et la minute vous remercie pour votre participation à l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, salam alaikum.